Bonjour, bienvenue, merci de la fidélité. Retour sur votre émission. Ça fait un moment effectivement que nous avons pris les larges pour l'intérieur du pays. Nous sommes en direct effectivement de Kinshasa, la capitale. On a repris nos vestes et cravates et cette fois-ci, nous allons parler du Congo d'après Covid. C'est Covid qui traumatise le monde et beaucoup de leaders à travers le monde réfléchissent à l'opportunité d'échanger, à l'opportunité de rentabiliser cette crise. D'ailleurs, beaucoup de plans ont été présentés déjà. Mais si on est élu, et si on a la volonté, et si surtout on veut que le Congo change, il faut parfois écrire. Oui, écrire pour présenter à l'opinion ce que vous avez envie de faire de votre pays. C'est le cas de notre invité du jour. Il s'appelle tout simplement, et vous le connaissez déjà parce que ça fait un moment qu'il vous donne son point de vue sur la marche du Congo, le sénateur Kilwanda Ndomboyo. Bienvenue. Merci, Jamal. Vous êtes avocat d'affaires, mandataire en mine, et surtout sénateur de la République démocratique du Congo, et enfin président de la Fondation Vidal. Vidal qui est aujourd'hui une référence en matière de bienfaisance, pour ne pas dire d'encadrement des vulnérables. Vidal qui produit, qui met en place des solutions aux problèmes des Congolais. Le sénateur vient de faire une longue période de vacances parlementaires chez lui. Est-ce que ces vacances parlementaires vous ont profité, vous ont rapproché de la population de votre fief? Absolument, Jean-Marie. D'ailleurs, c'était ici dans ce même plateau que j'avais annoncé mon départ pour la Tchapa, pour les vacances parlementaires. Je dois vous avouer que ça m'a vraiment rapproché. Ça m'a permis d'avoir une idée claire et nette de ce qui est du Congo profond, de vraies réalités. Je sais que ce sont les mêmes réalités qui sont à la Tchapa, qui sont partout dans le pays, surtout dans les jeunes provinces, les provinces nouvellement créées. Donc, c'était très bien. J'ai maintenant une idée claire et nette de ce qui est du Congo profond. Aujourd'hui, quand vous êtes descendu sur le terrain, que vous disent vos compatriotes? Qu'est-ce qu'ils vous ont réservé comme accueil d'abord? Ensuite, quel est leur message avec tout ce que vous venez de faire pour eux? Le message le plus important, c'est qu'ils ont faim. Ils ont faim. Ils ont faim. Il y a la pauvreté. Ils n'ont pas d'eau potable. Ils n'ont pas de bonnes écoles. Ils n'ont pas de beaux hôpitaux. Ils n'ont pas de routes viables et praticables. Mais quand on regarde juste là, là vous venez d'arriver chez vous, toutes ces images du Congo profond, vous les vivez comme retour aux sources ou tout simplement comme quelqu'un qui a envie de faire campagne avant la campagne? Du tout. Vous savez, c'est important pour nous de rapporter ce qu'on a vu. On est parlementaire. On n'est pas dans le gouvernement, donc on est des parlementaires. Il nous appartient à informer l'opinion. Au-delà de ça, il y a tout un rapport parlementaire qui sera déposé au bureau du Sénat. Il n'y a pas de campagne là-dessus. On est juste en train de montrer le Congo profond et les réalités du Congo profond. Parce que si on n'en parle pas, c'est comme si on ne fait pas notre rôle de parlementaire. Donc il n'y a rien de campagne, c'est juste montrer ce qu'il y a réellement. Qu'est-ce qui justifie cet amour, cet engouement des gens de Tchapa, de chez vous? Pour vous? C'est un élan de responsabilisation quand même. Vous dites que tous ces gens, ils pensent que non seulement que vous portez un mandat pour les représenter comme sénateur, parce que vous le savez, nous comme sénateurs, nous représentons la province. Et donc là, vous avez toute une province qui estime que je ne suis pas le seul sénateur de la Tchapa, ça il faut le dire, nous sommes à 4. Mais puisque c'est moi qui étais là en ce moment-là, la province me dit, cher honorable, c'est cet engouement, la signification de cet engouement. On rentrera à Kinshasa, prière de dire réellement aux autorités, parce que je dois vous avouer que depuis que le gouvernement est en place, il n'y a aucun ministre qui a visité la... Ah bon? Personne, il n'y a personne. Il n'y a aucun ministre qui a visité la Tchapa. Il n'y a pas que la Tchapa, il y a tant d'autres provinces qui ont eu la visite de membres du gouvernement, mais certainement d'autres non. Et donc ça, cet engouement, c'est pour dire, honorable, quand vous allez rentrer à Kinshasa, dites au chef du gouvernement
dites à l'équipe gouvernementale, dites au chef de l'État qu'il y a une province qui s'appelle la Tchouapa, qui est dans la misère, comme vous le constatez. Et ils se sentent abandonnés ou ils se sentent, comme qui dirait, dans l'oubli? Parce qu'on peut être abandonné volontairement, mais si on peut aussi être oublié. Je ne crois pas qu'il oublié, parce que vous savez, lorsque le Conseil des ministres se tient ici dans notre pays... On fait le tour de la République. Ah ben absolument, c'est ça le rôle et il y a toujours un compte rendu du Conseil des ministres dans le budget qui a été voté en 2020, dont on attend d'ailleurs la loi de la reddition des comptes et le correctif budgétaire. La Tchouapa a été prévue comme la province qui devait profiter en premier lieu de la caisse de péréquation. Mais vous constatez que là, nous sommes en session budgétaire de septembre pour le budget 2021. Le gouvernement a fait quand même certains efforts, notamment au niveau de la voirie. On a décaissé une somme pour aménager la voirie, ce qui est déjà une très bonne chose. Oui. Il y a des fonds qui ont été envoyés parce que dans le cadre du programme de 100 jours, il fallait relier la Tchouapa avec la province de l'Équateur. Il y avait un tronçon de route qui n'était pas complètement fini. Et vous vous rappelez, quand nous étions partis rencontrer le Premier ministre, ensemble avec tous les collègues parlementaires de la Tchouapa, nous lui avons adressé un certain nombre de problèmes qui étaient là-bas. Il y a eu quand même une intervention. Ça, c'est au niveau de la voirie, au niveau de la voirie et au niveau de la route, la nationale numéro 8. Ah, donc, je ne dirais pas que complètement oublié, parce qu'on est marge quand même dans le budget du pays, mais le problème, c'est la concrétisation de toutes ces prévisions budgétaires. Entre prévoir et réaliser, il y a un sérieux problème. Justement, je pose cette question, pourquoi? Parce que on a l'impression, vous avez dit que vous êtes 4, oui, mais on a l'impression que votre intérêt pour la Tchouapa est grandissant. Il y a comme une espèce de redevabilité de cette population par rapport à vous-même. Et ça crée quand même un peu de jalousie, qu'on se le dise. Jalousie, je ne sais pas, je vous laisse la latitude d'affirmer comme ça, mais je ne pense pas. Au contraire, tout ce dans que la classe politique. Moi, les retours que j'ai aujourd'hui, à moins qu'ils les disent derrière mon dos, mais les retours que j'ai aujourd'hui, c'est que tout le monde est content, à commencer par le gouverneur de la province, qui porte toujours l'intendard des réalisations de Ouidal, que nous avons fait. Et comme vous le savez, on n'a pas fait seulement dans la Tchouapa, on l'a fait aussi en Bandaka, on l'a fait aussi ici à Kinshasa. Et pour ceux-là avec qui nous échangeons, je trouve qu'ils apprécient, ils me félicitent. Pas très longtemps. J'ai réussi, Jean-Marie, j'ai réussi les félicitations de Papa Ngoulou. Ah oui, oui, exactement. L'ancien procureur général. Papa Ngoulou, notre grand notable. Oui, absolument. Il était procureur général, sénateur aussi. Exactement, voilà. Le sénateur Ngoulou, je l'ai eu au téléphone et des mots qu'il m'a dit, c'était très touchant. Et quand ça vient d'un grand patriarche comme celui-là de l'Équateur, ça vous a fermé encore davantage. Et jusque-là, il n'y a personne qui m'a dit en face comme ça que ce que j'étais en train de faire était mauvais, parce que la population, vous n'avez qu'à voir comment la population est contente. Alors si les gens racontent des choses derrière mon dos, qu'ils aient quand même le courage de m'en parler en face, ce qui n'est pas le cas jusqu'à ce jour. Donc j'estime que... Mais ça ne devrait pas normalement créer des jalousies, parce que le but de chaque politique, c'est le bien-être de la population. Absolument. Lorsque vous qui êtes jeune sénateur, aujourd'hui c'est votre premier mandat en tant que sénateur, en tant que politique élu, ça devait créer des émulations que des jalousies. Est-ce qu'il faut dénoncer ça ou bien il faut complètement torpiller ça? Comme je l'ai dit, Jean-Marie, personnellement, je n'ai pas entendu ça comme ça. Hein? Personne n'a eu le courage de venir m'en parler en face. J'attends ça. Quand des choses que vous n'avez pas entendues vous-même, que quelqu'un ne vous l'a pas dit, je ne peux pas me... Mais nous sommes un peu, comme qui dirait, dans le secret de certaines informations. On est au parfum de certaines choses. Sénateur Guy Longo, en même temps, il est président de Ouidal. C'est plutôt vers vous qu'on doit amener des subventions, des cotisations et qui vous aideront en retour pour faire ce que vous êtes en train de faire. Pourquoi on vous dirait que vous serez l'homme qui finance d'autres fondations ou les parrains de d'autres fondations? Qu'est-ce qu'on veut obtenir à partir de ces informations a priori fausses? Jean-Marie, moi, dans ma façon de faire les choses, je ne me préoccupe pas de ce genre de choses. Vous savez, si vous commencez à vous
à suivre ces discours, vous ne ferez plus rien. Vous serez ici dans la ville de Kinshasa, sillonner la ville ici, avec des jeeps ici, parcourir tous les restaurants de la ville, pendant qu'il y a une population qui a réellement besoin du travail que nous sommes censés faire. Et donc moi, je préfère me focaliser sur ce qui est essentiel, à savoir... C'est plus responsable. Oui, j'estime, pour moi. C'est comme ça. Là, je viens de... Vous savez, je ne sais pas si on pourra me montrer les images, comment je dormais. C'était à même les sols. Ah oui? Ah oui, absolument. Je dormais dans le véhicule, j'ai pris des pirogues. Pour faire ça, il faut avoir l'amour. J'aimerais bien que tout le monde, du moins pour ceux qui sont partis en vacances, qu'ils montrent ça. Après, je fais ce qui est important, c'est d'essayer... Je ne suis pas le seul. Hein. Il y a beaucoup de Congolais qui font pareil. Et ce n'est pas seulement à la Tchapa qu'on ramène le sourire, pour qu'on ne dise pas qu'on ne fait que seulement à la Tchapa. Chez soi. Non, c'est vrai, on le fait là-bas, mais on fait aussi dans beaucoup d'autres provinces, là où il y a les Congolais, parce que nous, WIDAL comme institution appartient à tous les Congolais et ils sont bénéficiaires de nos activités. Et donc, je préfère me focaliser sur ce qui est essentiel, travailler dans le cadre de la vision de la Fondation, dans le secteur de l'éducation, de la santé, de l'enseignement. Il y a des centaines de fondations qui nous contactent, mais que je ne parle pas de ça à la télévision. J'appuie des jeunes, j'appuie des mamans, plusieurs fondations. En tout cas, il y aura les rapports qui vont sortir, qui existent d'ailleurs dans notre site internet pour l'année 2019. La Fondation WIDAL a appuyé des centaines de fondations, des ONG qui sont ici, qui sont dans le domaine de recyclage. Mais seulement pour faire du bien, pas dans les calculs politiques. Non, non, non. Ces ONG-là, c'est des gens même qui ne sont pas connus. Il y a des jeunes gens, je vous donne un cas pratique. Des jeunes gens qui sont venus me voir, ils avaient un projet de commencer à aller faire des repassages dans les maisons d'autrui. Je les ai aidés à acheter des fers à repasser, je n'en ai jamais parlé. Des jeunes gens, un groupe, je crois ils sont 6 ou 7. Je leur ai donné les moyens, et là maintenant, ils sont contents, ils ont créé leur propre entreprise. On les appelle au téléphone, ils viennent chez vous, ils nettoient les habits, et ils font sécher, ils repassent. Très bonne chose. Je les ai financés. Il y a un autre jeune homme qui est venu de l'Europe, Mao, qui fait le cirage. Il est venu me voir avec son projet. Il estimait qu'on pouvait former des jeunes gens juste pour cirer les chaussures. J'écris à son projet. Aujourd'hui, si vous allez à la gare centrale, il y a un conteneur que nous avons mis là dedans. Et on a formé 100 jeunes. Et j'ai appuyé ces jeunes hommes pour acquérir des conteneurs avec tous les équipements pour que les gens cirent. Vous voyez un peu comme on le fait dans les aéroports. Oui, absolument. Voilà. Ça, c'est des ONG que j'accompagne. Il y a une ONG sur le mouvement des sans-emploi qui sont venus me voir pour dire qu'ils voulaient former les jeunes au métier. Je les ai financés. Hein, c'est une organisation qui s'appelle Sans-emploi. Il y a une autre qui s'appelle, qui est dans tout ce qui est recyclage. J'ai reçu il y a quelques jours une autre ONG qui est basée au Kasaï, où il y avait une école pour les... En fait, aussi des choses au Kasaï. Ah, bien sûr, une école qui s'occupe des enfants avec handicap. Donc, ils sont venus me voir, je les ai financés parce qu'il fallait finir la construction de l'école. Je les ai financés, j'ai même remis un lot de cahiers. Ça, on n'en parlait pas. Il y a plein de fondations comme ça. Je disais ceci parce qu'on doit vraiment en finir dans notre République lorsque un Congolais fait quelque chose, lorsqu'un Congolais volontariste, lorsqu'il aide ses compatriotes, éviter les crocs en jambes, éviter de lui coller à la peau des choses qui ne lui ressemblent pas. Voilà, il finance tel homme politique, telle fondation, parce qu'il y a tel calcul. Tout ceci, tout simplement parce que ça gêne son leadership. Voilà, c'est dit, c'est clair, lui-même a donné la réponse. Maintenant, on revient à votre publication. On en parle déjà. J'espère que ceux qui sont à Paris, là où il y a l'Harmattan, vont se précipiter à venir des livres là-bas pour aller récupérer dès que ça va être publié. Macron a publié son plan. Hier, le président Trump et le futur président, si tout se passe bien, Biden, sont en train de parler de l'après-Covid. Macky Sall a présenté son programme de 20 milliards d'euros pour l'après-Sénégal, ou le Sénégal d'après. Chez nous, c'est lui qui publie un livre sur le Congo d'après. C'est un essai. C'est Guillaume. Quand est-ce que vous avez trouvé le temps d'écrire? Alors, généralement, on donne l'impression d'être éparpillé. Oui. Et qu'on fait beaucoup de choses à la fois. Non, comme je l'ai dit toujours, j'ai une très bonne équipe. D'abord, les livres, je les écris personnellement, je lis
les manuscrits, j'ai corrigé personnellement. J'avais commencé avec une tribune qui a été publiée pendant la Covid. Et j'ai pensé que cette tribune devait être transformée en un essai. Et donc j'ai mis toute mon énergie, ça m'a pris presque 6 mois pour écrire cet essai, qui n'est qu'une réflexion parmi tant d'autres, et qui est enrichi par mon expérience personnelle comme homme politique, comme avocat, comme philanthrope. Et donc, et ça se résume, cet essai, dans une légende du colibri. La légende enseigne que dans la forêt, il y avait du feu dans la forêt qui ravageait toute la forêt, et à telle enseigne que tous les animaux étaient terrifiés. Mais le colibri n'a pas été terrifié complètement. Il n'a pas voulu, il ne s'est pas laissé faire, que le feu arrive là où il était. Et donc il est parti dans la rivière, il a pris une goutte d'eau avec son bec. Et il est revenu avec ça dans la forêt. Lorsque le tatou l'a vu, il a dit, mais attends, colibri, c'est quoi, tu es fou ou quoi? Avec cette immensité du feu, et vous pensez qu'avec votre goutte d'eau, vous pouvez éteindre... Dans votre bec. Oui. Et il a répondu ceci. Il a dit, je fais ma part. C'est la légende du colibri. Oui. Il dit, moi je fais ma part. Et donc cet essai, c'est Guy Londo veut faire sa part. On est à plus de 80 millions. Il y a eu plusieurs réflexions. Moi, je ne fais que faire ma part. Et votre part, c'est dans cet essai. Dans le Congo d'après. Et c'est, bien sûr, une réflexion. C'est une réflexion qui part de quoi? Du constat de l'échec, des constats de cette Covid, ou ces Covid qui paralysent le monde, parce que même tous les grands spécialistes sont paralysés par cette pandémie. Vous partez de quoi? Le Congo a échoué. Si on ne fait pas ceci, cela, on va échouer davantage. Ou le Congo est sur le bon chemin, et si on intègre ma pensée à moi, sénateur Gilongo, on peut aller mieux que ce que le Congo aujourd'hui. Je vais juste situer la réflexion. Alors, la réflexion part du fait d'abord que nous avons 60 ans derrière nous. Et nous avons la Covid qui est arrivée. En fait, je me situe au milieu. 60 ans et la Covid. Oui. Tout le monde avait prédit que ça serait une catastrophe. L'hécatombe, oui. En Afrique. On ne croirait même pas qu'on allait arriver au mois de septembre. Absolument. Et tellement que ça devait être terrifiant. Voilà, parce qu'on n'avait pas de structures hospitalières fiables, que la population était celle qui tout était dit, tout. On était ici paralysé. On a confiné la Gombe, et tout le monde était dans tous ces états. Oui. Mais aujourd'hui, nous vivons ce qu'on peut appeler le miracle africain. C'est plus que la résilience. Hein? Donc tout ce qui était comme prévision par tous les médias du monde... Catastrophiste. Oui, n'est pas arrivé. Alors, je dis que c'est quand même une opportunité pour le Congo d'aujourd'hui. Parce que pour moi, le Congo d'aujourd'hui, ce n'est pas un Congo uniquement de planification. Vous savez, il y a tout un plan d'urgence qui a été mis en place par le ministère du Plan, de 2,6 milliards. Oui. C'est très bien. Mais au-delà de ces prévisions, au-delà de ces planifications, il faut agir. En faisant quoi? Alors, je vous donne un cas pratique. Je prends dans le secteur de la santé. Aujourd'hui, du moins pour ce que je vis dans le Congo profond, il faut qu'on réfléchisse comment, au lieu que tout le monde parte à l'étranger pour se faire soigner, comme il est le cas dans les hôpitaux américains, tout le monde, je vais faire mon check-up. Afrique du Sud, en Inde, voilà. Vous savez, c'est le faux check-up en fait. Dans les années 60, les gens venaient se faire soigner ici, au Congo. 60 ans après, c'est les Congolais qui vont à l'extérieur. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire, rien que pour le secteur de la santé? Donc, il faut qu'on se dote de structures hospitalières fiables, qui fera ce que, au lieu qu'on aille, vous savez, quand vous êtes malade, des fois pour aller obtenir le visa, c'était tout un problème. Qu'on ait ces structures ici, parce que nous avons des médecins qualifiés, que ce soit ici, que ce soit à l'extérieur du pays. Comment ne fût-ce qu'avoir, dans chaque province, les hôpitaux généraux de référence? Ne fût-ce qu'un seul hôpital.
Mais équipé avec le médicament et les bons médecins, etc. Voilà, avec la médecine spécialisée, avec tous les équipements, tu peux faire l'IREM, tu peux faire les scanners, tu peux faire les dialyses, tout sur place, en province, sans que quelqu'un prenne l'avion pour venir à Kinshasa et aller à l'extérieur du pays. Ça, et il faut faire ça maintenant, ce n'est pas question de prévision. Alors, sénateur, excusez-moi parce que nous sommes en direct, vous vous en doutez bien, et que nous sommes suivis vraiment partout dans le monde, et je salue ceux qui nous suivent de par le monde. Quelques 3 questions rapides, vous allez continuer dans votre réflexion. Et il y a Bernard Boadi, qui est à Paris, en France, qui dit « Félicitations à M. Guy Londo pour le sens élevé de votre humanisme, mais pensez aussi à la population du Touri à Béni. » Ça, c'est Bernard Boadi qui est à Paris. Oui, effectivement, il fait beau en ce moment, mais avec Covid, c'est un peu compliqué. Oui, merci Bernard. Pensez à Ituri, à Béni. Je l'ai fait, j'ai reçu la délégation des étudiants qui sont venus me voir parce qu'ils veulent organiser une conférence sur la paix, que j'ai apporté ma modeste contribution. Donc, la question de la sécurisation de l'Est du pays, c'est une question qui nous touche à cœur. Ce n'est pas normal, il n'y a pas plus congolais que l'autre. Ce qui se vit à l'Est du pays, qui préoccupe aussi toutes les autorités, vous savez, que ce soit au niveau de l'institution président de la République, au niveau du gouvernement, tout le monde est préoccupé pour qu'il y ait la paix à l'Est du pays. Et c'est même parmi les acquis de l'alternance. Vous savez, le président Kabila, quand il était là, cette question le préoccupait aussi au plus profond de lui. Et j'estime qu'un jour, ça va s'arrêter. Il faut que ça cesse. Et merci Bernard, ça me touche cette question de l'Est du pays. Et nous allons y travailler ensemble avec toutes les autorités du pays, avec notre modeste contribution, tant soit peu, comme parlementaires, ensemble avec les parlementaires de l'Ituri, que ce soit au Sénat ou à l'Assemblée, pour qu'une solution soit trouvée le plus rapidement possible. Alors, avec même 6 heures de décalage, ils sont le matin là-bas, à Washington. Chers sénateurs, merci pour ces initiatives, mais réfléchissez, et réfléchissez plutôt, ces initiatives réfléchissent sur l'après-Covid dans notre pays, la RDC. Nous, ici, à Washington, nous avons les yeux tournés vers le Congo. Claude Ngassi. Très bien. Merci, M. Claude. À Washington. Oui, merci beaucoup. Voilà. Il y a Clarisse Bokila qui est à Libreville, au Gabon, c'est à côté. Honorable sénateur, faites attention aux caciques de l'Équateur. Ils vont vous diaboliser. Madame Bokila, Clarisse de Libreville, qui vous prévient des caciques de l'Équateur qui vont vous diaboliser. Je pense pas qu'il y a des caciques. Est-ce qu'il y a des caciques à l'Équateur qui ne sont pas contents? Merci Maman Bokila, mais non, je vous ai dit tout à l'heure comment je suis avec tous mes aînés, Papa Ngoulou. Oui. J'ai vu le président de l'université, comment ça s'appelle? Il s'alimentait là-bas, comment il s'appelle? Il était au plan avant. Qui était venu vous voir dans vos bureaux d'ailleurs. Bofassa Djema? Oui, Bofassa Djema, exactement. Oui, voilà, Papa Bofassa qui était venu me voir. Qui a validé d'ailleurs, qui vous a encouragé. Exactement, ils sont nombreux. Il y a le Papa Iwanga, l'ancien gouverneur Baende, le gouverneur Bobo, le vieux... Mais Maman Clarisse dit quand même faites attention, l'honorable... les classiques. L'honorable Henri Thomas Lokondo, ils sont plusieurs. L'honorable Henri Thomas Lokondo, qui sont des aînés. Papa Mokolo, Wapombo, qui est mon collègue sénateur. Absolument. Papa Baramoto. Notre aîné, l'honorable Makila, oui. Je suis avec tout le monde. Sanga Bonganga. Sanga Bonga, donc, je ne crois pas que il y a le président Jean-Pierre Bemba, qui est, oui, c'est un grand frère pour moi. Je le consulte de temps en temps pour apprendre. Vous savez, on vient de commencer la politique. Il serait mieux d'aller s'abreuver dans la source. Tous ces aînés que je viens de citer. En tout cas, qu'ils le bénissent, hein, Maman Bokila. Le message est passé. Oui. Donc, j'essaie de les consulter tous. Oui. Et ils me donnent de bons conseils. Tous ceux qui voient en moi aujourd'hui, que ce soit sur le plan politique, il y a des aînés qui sont avec moi, qui m'encadrent, qui me donnent de bons conseils. Mais c'est pour le bien quand même. Absolument. En tout cas, si quelqu'un n'est pas d'accord avec ce qu'on fait, alors il doit être... En contradiction avec Dieu. Oui, bon, je ne dirais pas comme ça, mais il doit avoir un problème avec lui-même. Continuez dans votre réflexion, honorable. Mais je vais quand même un peu préciser. Les livres, Le Congo d'après, NSC, c'est une réflexion à la fois philosophique, prospective, etc. Mais vous êtes acteur, sénateur, vous êtes président d'une ONG qui fonctionne plutôt bien, cette fondation Vidal. Vous allez mettre ces livres à la disposition de qui? Des politiques, des étudiants, de qui?
Alors, j'ai prévu, c'est comme ça que... Parce que vous êtes contre la planification, vous avez dit. Hein? Enfin, vous voulez qu'il y ait plus de l'action que de la planification. Exactement. Vous savez, on peut planifier, mais en agissant. Ça veut dire qu'on dit on va faire 100 hôpitaux, mais vous n'allez pas les faire en une journée. Il faut planifier. Il faut commencer à construire maintenant. Donc, il y a un problème, j'ai parlé de ça en termes de gestion des finances publiques. Comment il faut affecter les ressources. Vous savez, au lieu d'avoir, par exemple, je ne sais pas, l'asphaltage de autant de kilomètres qui va nous avaler 100 millions, ces 100 millions peuvent nous aider à avoir des routes de dessert agricoles. C'est un problème d'affectation des ressources publiques. Cet argent peut nous aider à avoir des centres et des hôpitaux viables qui sont gérés par des Congolais à l'immédiat. Là où je viens, là, tu vois, si j'ai tombé malade, mais c'est compliqué. Très compliqué. Et c'est pareil un peu. Pas de médicaments, pas d'équipement. Les médicaments, d'ailleurs, ça doit venir de Kinshasa avec les Ibora, c'est très compliqué. Il y a un problème d'approvisionnement, un problème de dépôt pharmaceutique. Et c'est pareil, hein, que ce soit au Bazouélé, que ce soit au Lomami. C'est une situation qui est assez générale. Au Kwilu ici, à Kenge, à Kwango, au Maïndombe, et dans les Sankuru, c'est un peu une situation qui est assez générale. Donc, il faut que maintenant qu'on voie. Nous avons prévu un budget de 10 milliards qu'on n'a pas pu réaliser. À peine on est à 5 points. À peine 3, 4. Voilà. Alors, à peine. Alors, ces fonds, c'est vrai, il y a des dépenses de fonctionnement, mais est-ce qu'il y a un problème d'affectation? Vous allez donner ça à qui, ces livres? C'était ça ma question. Les décideurs, oui. La classe politique, et j'ai prévu aussi d'aller animer des conférences dans toutes les universités du pays pour échanger avec les étudiants. Et donc, d'un côté, les décideurs, les opérateurs économiques, parce que vous savez, tout le monde plaire aujourd'hui le problème de la fiscalité. On dit que la pression fiscale est très forte. La FEC a dit un mot sur ça. Et donc, il faut... Alors, quelle est votre potion magique dans le Congo d'après? Est-ce qu'il faut moins d'État? Il faut plus d'investissements privés? Il faut d'exonération? Est-ce qu'il faut peut-être dans ce Congo d'après s'ouvrir aux Chinois qu'aux Occidentaux? Il faut qu'on sache à peu près. Alors, Jean-Marie, c'est une très belle question. Vous savez, l'État intervient dans la vie économique de deux manières. Soit comme État régulateur, ou soit comme État entrepreneur. L'expérience que nous avons avec je donne le cas des entreprises du portefeuille, où l'État était État entrepreneur. Vous vous rappelez avec toutes les sociétés depuis l'Union... Oui, du portefeuille qui ont changé des statuts. Et voilà, tout ça. Oui, donc on est parti, je donne un cas pratique, l'Union minière du Haut-Katanga, qui est aujourd'hui la GECAMINE. Oui. Toutes ces sociétés du portefeuille, il y a un problème de gestion. Parce que l'État, comme il vise l'intérêt général, il y a une sorte de largesse. Service public. Voilà. Alors, cette largesse fait à ce qu'il n'y a pas de service de qualité derrière. Il n'y a pas de sanctions. C'est comme ça que vous voyez à tout moment des grèves, des banderoles, ça va dans tous les sens. Et quand vous consommez les services de l'État, ce n'est pas la qualité voulue. Vous savez, tout le monde paye les services. Oui. J'estime que cette politique de l'État entrepreneur doit se désengager de plus en plus. L'État doit rester un État régulateur. Ça veut dire qu'il faut aller dans le schéma de la concession des services publics. C'est aussi une forme de gestion des services publics. Dans les PP, partenaires publics-privés. Absolument. Où l'État dit, écoute, évidemment, tout en préservant des secteurs stratégiques. Parce que vous savez, il y a des secteurs qu'on appelle hautement stratégiques, où l'État ne peut pas, ça touche à la souveraineté du pays, il ne peut pas partager ça avec des privés. Alors, on amène les privés pour gérer les services publics, que ce soit dans les transports. Vous savez, aujourd'hui, même pour ce qui est de l'aviation civile, que ce soit dans les transports, les chemins de fer, les transports en commun ici. Si on a des privés à qui on donne des assignations, d'abord, il va améliorer la qualité du service, mais l'État ne va pas les laisser mais libres. Il sera là comme État régulateur pour surveiller, dans le cadre de la protection des consommateurs, pour que les services... J'ai même initié une loi là-dessus sur la protection des consommateurs, qui est en étude au niveau du bureau, pour voir si on doit aligner ça ou pas. Et une autre loi sur la recherche scientifique. J'ai deux propositions de loi qui sont dans notre bureau. Et donc, j'estime que l'option que j'élève, c'est l'État doit rester un État régulateur, qui se désengage de la gestion du service public. Donc vous quittez l'État-providence à l'État régulateur. Régulateur, mais qui a un œil. Il faut toujours un œil. Cet œil est assuré par les cadres législatifs. Parce que vous savez, tout le monde ici parle de climat des affaires. Mais quand vous avez aujourd'hui, je n'ai rien contre, l'ONATRA qui a des concessions ici, des entrepôts. Mais qui ne sont pas rentabilisés. Absolument. Ils ne sont pas rentabilisés. Il faut qu'on se le dise. Or, la population a besoin de services pour consommer. Qu'il ait de l'eau, il va payer. Qu'il ait l'électricité, qu'il ait une bonne électricité. Tout ça, c'est des services qui sont payants.
Alors, des fois, il y a un problème de subvention de l'État qui n'arrive pas lorsqu'il faut arriver. Tout ça, ça crée... Mais ce que vous faites, ce que vous dites, ça a été déjà dans ce qu'on appelle la réforme du portefeuille de l'État. Ce que Copyright par faire son temps. Vous êtes en train d'évaluer, de remettre en cause ces réformes qui datent de 2013, 2014, même bien avant. Non, je ne remets rien en cause, Jean-Marie. C'est une question d'être réaliste. Ça n'a pas fonctionné pour vous. Non, mais est-ce que vous sentez... Aujourd'hui, si vous prenez les trains de l'ONATRA, d'ici jusqu'à Matadi, c'est quoi le confort? Ça n'existe pas. Quand vous prenez aujourd'hui... SNCC, ça n'existe pas. Voilà, si vous allez à la cité ici, le problème de décès en eau, il y a des quartiers ici dans la ville. La réforme n'a pas fonctionné. Mais voilà, donc il faut... Le problème du Congo, Jean-Marie, ce n'est pas un problème de loi. Il y a plein de lois qui ont été votées, qui ont été promulguées, mais qui n'ont pas encore connu un minimum de début d'exécution. Vous savez, par exemple, pour ce qui est des finances publiques, nous avons ce qu'on appelle les comités de réforme des finances publiques, COREF, qui est une structure qui a été mise en place avec l'aide de la Banque mondiale, qui pond tous les jours des réflexions pour voir réglementations, comment il faut assainir la gestion des finances publiques. Oui. Mais on ne sait pas qu'est-ce qui s'est fait dans la réalité. C'est l'application qui compte. On ne sent pas ça. Oui. Aujourd'hui, je vous donne un cas pratique. Les gens doivent voyager de Kinshasa jusqu'à Bouende. Mais il n'y a pas de bateau. On ne parle pas. Il faut affréter les avions qui coûtent très cher et de faibles capacités. Voilà. Il n'y a pas des aéroports. Il n'y a pas des aéroports. Les quelques aéroports qui existent, mais si on avait des infrastructures aéroportuaires où des gens viennent ici en leasing avec des avions modernes ici pour nous couvrir, je me rappelle même le président du Sénat qui nous avait dit une fois en pleine plénière, il est plus facile de quitter le Congo vers l'extérieur que du Congo vers l'intérieur du pays. Absolument. Ce qui est aberrant. Mais les gens sont là pour payer, ils sont prêts à payer les billets pour aller à Sankuru très facilement, pour aller à Bouende, pour aller à Ouacha, pour aller à Bouta. Mais ils n'ont pas d'avion. Oui, mais il faut que quelqu'un puisse mettre en place ces services-là. Alors, la réforme, bien sûr, est-ce que c'est à court, moyen, long terme? Parce que Covid, c'est là. Alors, il y a des choses qu'il faut faire maintenant. Oui. Il ne faut pas attendre dans 2, 3 ans, 4. Par exemple, pour ce qui est des structures hospitalières, il faut qu'on dote nos provinces de structures hospitalières viables. Les écoles, il faut qu'on ait ne fût-ce que des écoles de référence dans chaque province, des écoles d'élite, dans de bonnes infrastructures, où la technologie est enseignée déjà en maternelle, le numérique, où les enfants, les incubateurs, vous formez des gens qui créent des applications, mais qui ont au moins une école de ce type-là. Mais que ça se fasse rapidement. Oui, dans chaque province. Parce que la guerre du numérique elle est déjà ne va pas nous attendre. Non. Donc c'est maintenant. Ne fût-ce qu'une école. On ne demande pas de construire 100 000 écoles. Non, non. On a vu 26 provinces, mais qu'on ait une école pilote dans chaque province qui répond aux normes actuelles. Vous savez, Jean-Marie, je vais vous faire... Vous savez encore, dans ce pays, il y a des écoles, dans les provinces ici, où les enfants, dans les sections commerciales, continuent à étudier avec les machines dactylo. Non. Oui. Ils ne connaissent pas l'ordinateur. Il y a de l'administration publique dans ce pays où il n'y a même pas d'ordinateur, ils n'ont même pas de bureau. Et ils écrivent à la main. Je vous dis. Les registres de l'état civil est tenu sur un registre, sur un papier. C'est compliqué. Si vous allez aujourd'hui demander que, voilà, j'étais né comme ailleurs, vous savez, quand vous allez à la mairie, oui. Ailleurs, vous donnez votre nom et date de naissance. On appuie voilà, regardez, revenez sur cette image parce que moi, ça m'intrigue. Ça, c'est le palais de justice. Là où il y a et c'est ça les dossiers de justice? Oui, exactement. Mais il suffit que ça prenne feu, c'est terminé. Absolument. Et si vous avez même les images de la prison de Bouende, c'est une catastrophe. C'est comme ça que je vous dis, il y a des choses qu'il faut faire maintenant, Jean-Marie. Mais par exemple, numériser tous ces dossiers dans des fichiers, garder ces fichiers et puis consultables. Ça ne demande pas des milliards de dollars. Ça. Voilà. Donc c'est comme ça que je dis dans l'essai, vous allez voir, il y a des choses qu'il faut faire maintenant. Et des choses qui peuvent venir dans une année, dans 2 ans. Mais il faut qu'on commence à faire quelque chose. Alors, on échange avec ceux qui nous suivent. Jacques Lembi, qui est à Brazzaville, au Congo-Brazzaville. Bonjour, là-bas. Votre livre sortira quand et comment peut-on pour l'obtenir ici à Brazzaville? Là, j'attends que l'Harmattan me fixe. Et très bientôt, par les voies de médias, on va les informer. Donc, j'attends un retour de l'Harmattan là-dessus. Marceline à Kimbanseke, à Kinshasa, ici. Merci, honorable, pour ces initiatives. Mais pourquoi vous oubliez toujours la Tchangou? La Tchangou, j'ai pensé à Tchangou d'abord pour l'eau. On a mis l'eau à Maluku, on a mis l'eau à Badara, on a mis l'eau à Bikuku,
On a mis l'eau à Kinkole. Donc, ils ont 4 puits d'eau là-bas. Mais après, on va aussi rentrer. Nous allons créer... Bon, je ne peux pas parler des choses. Ils vont attendre les réalisations. C'est beaucoup mieux. Dieu merci, Angaliema. Il dit, vous avez promis la fois passée de travailler en collaboration avec l'hôtel de ville de Kinshasa. Où en êtes-vous? J'ai appelé le gouverneur qui m'avait... Après, moi, je suis parti en vacances parlementaires et qui était favorable pour qu'on travaille dans le cas de Kinbopeto, surtout. Et donc, comme je viens de revenir, il était très favorable, le gouverneur Ngobila. Donc, je vais les relancer là-dessus pour que... Quand on dit, il faut faire. Moi, je préfère que quand on parle de quelque chose, il faut que ça soit fait, au lieu de parler tout le temps. Alors, là, qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Revenez sur cette image parce que ça m'intrigue, moi. Alors là, c'est le bâtiment de l'Assemblée provinciale de Mbandaka, oui, qui est menacé d'écroulement. D'écroulement, et vous faites quoi? Bon, je vois votre photo dans une salle. Non, ça c'est l'école Widal School que nous avons. Ça c'est l'Assemblée provinciale de Mbandaka. Parce qu'au retour, je suis passé par Mbandaka. Oui. Là où il y a mon école que j'ai construite, l'école Widal School, une école très moderne. Et le président de l'Assemblée provinciale et le gouverneur m'avaient invité d'aller visiter les installations. Alors là, j'étais un gros trou là. Ce bâtiment, ça peut s'écrouler à tout moment. Et c'est le siège de l'Assemblée provinciale. Alors, vous, quand vous allez en province, vous faites tout cet exercice-là pour vérifier, toucher du doigt pour comprendre la réalité du terrain. Exactement. Je ne préfère pas rester ici, rouler dans les jeeps dans la ville ici. Je préfère aller pour voir, me proposer. Parce que vous savez, des fois, les gens exagèrent, ils nous donnent de mauvaises informations. Ça nous permet, dans le cadre de notre travail parlementaire, quand on va convier le ministre de tel département, nous avons des données. On peut lui projeter ça pour dire, moi-même, j'ai été là. Quand on va parler des routes, des déserts agricoles, moi-même, j'ai vu ces routes dans quel état elles sont. Et donc, moi, je suis un homme de terrain. Là, par exemple, c'est le stade que nous allons inaugurer très bientôt dans la Tchopa. Là, j'étais parti moi-même inspecter la qualité de l'ouvrage parce que la fondation avait envoyé des fonds. Mais je suis parti pour voir que tout a été bien fait. Et voilà, moi, je suis un homme de terrain. Alors, dans ce livre, le Congo d'après, il y a des chiffres? Est-ce qu'il y a plus de la réflexion, plus de, comme ça, des thèmes développés d'une manière ex-cathédrale, ou bien ça vous arrive aussi de chiffrer les choses? Je sais que vous êtes un juriste, mais vous êtes aussi avocat d'affaires. Il y a des chiffres. Vous êtes avocat d'affaires. Oui. Est-ce qu'il y a des chiffres dedans avec les timings? Absolument. Ça, vous savez, le livre, il est tellement vaste. Il me faut, avec vous, toute une émission spéciale. On fera une émission. Mais ça, c'est pour préparer les gens qui nous suivent. Même à Brazzaville, partout, les gens veulent maintenant avoir ce livre. Il y a des chiffres. Il y a des chiffres qui sont repris. Et pour vous dire qu'avec peu de moyens, on peut faire beaucoup, s'il y a de la volonté. Il faut vraiment qu'on y mette beaucoup de volonté dans notre pays. Il suffit qu'il y ait cette volonté et qui est déjà là. Je vois déjà que ce soit les membres du gouvernement, que ce soit au niveau du président de la République. Il y a cette volonté, mais il faut qu'on accentue ça encore davantage, que le Parlement aussi y ajoute cette volonté et cette flamme va aller de l'avant. Il y a de la volonté qui est là, mais nous voulons que ça s'accentue encore davantage. Alors, dites-moi, Kilonzo, vous êtes sénateur. Qu'est-ce qui pêche chez les Congolais pour que toutes ces idées se matérialisent? Parce que quand on écoute les politiques, on a l'impression qu'ils savent exactement ce qui doit être fait. Mais à partir de quand vous ne matérialisez pas? Regardez, je ne sais pas si c'est une école. Non, ça c'est la sous-division éducationnelle de Yangambo. Sous-division? Oui, voilà l'état dans lequel il est. Ça c'est une école à Yangambo. Une école, il y a des élèves qui étudient là, sauf qu'avec la Covid, on avait fermé, mais il y a des élèves... Stop. Regardez-moi cette image. Jusqu'en 6e année. Vous venez de là. J'étais assis là, je suis assis sur une brique. Lorsque vous êtes ici à Kinshasa, au Sénat, pendant vos échanges, pendant toutes ces grandes théories, est-ce que ça ne vous arrive pas de dire à vos collègues sénateurs, vos collègues élus, qui sont ici à Kinshasa, d'arrêter la distraction et de vous préoccuper plus de ça, comme vous venez de le faire? Personnellement, Jean-Marie, vous savez, je n'ai pas de leçon morale à donner aux gens. Moi, l'approche politique pour moi, c'est s'oublier. En faisant ça, ce n'est pas pour moi, c'est pour les autres. Si tout le monde peut intégrer, j'espère qu'ils intègrent cette dimension en eux, en politique, il faut s'oublier. Quand on s'oublie, on pense aux autres. Et quand tu penses en toi-même en politique, la conséquence, c'est que vous ne pouvez rien faire parce que vous êtes d'abord les 24 heures de la journée, vous ne préoccupez qu'à vous.
comment vous allez vous habiller, comment vous allez manger, comment vos enfants vont aller à l'école, et vous oubliez les autres. Et moi, en allant en politique, je m'oublie moi, je pense aux autres. C'est comme ça En que allant je me sur le terrain comme absolument, pour voir. Et vous avez Parce vu, que c'est choquant, là. Regardez. vous savez, quand vous voyez cette école comme ça, Ouidal a construit une école que je vous ai montrée, je ne sais pas s'il y a des images, Oui, on une va le école montrer. moderne. Donc, Oui. je constate et j'agis. Et comme nous sommes en session, on va essayer d'aller vers les membres du gouvernement. Nous l'avons fait, Jean-Marie. Nous sommes allés voir le Premier ministre. Je vous ai dit ici. Oui. Il nous a promis un des trois qui tarde encore à arriver. Je suis sûr que ça va se faire. Il est certainement occupé. Il nous a promis, c'est quand même Parce une que, parole du chef du gouvernement que ça s'est tel fait. que vous êtes assis là, avec une belle veste, bien chaussée, mais il y a des milliers de Congolais, de jeunes Congolais, qui ont envie de devenir comme vous, là, maintenant, mais qui sont là, dans ces conditions ici. Oui. Ils n'ont pas d'idéal, ils n'ont pas de repères. Ils n'ont même pas de téléphone. Hein. Là où j'étais là-bas, il n'y a pas de réseau de télécommunications. Ils ont encore les tam-tams là. Là, il n'y en a même pas. Ils ne connaissent même pas ce que ça veut dire smartphone, les téléphones. Mais est-ce que vous vous rendez compte que... Et c'est une réalité générale. Hein. Vous irez à Bouta, vous irez dans beaucoup de provinces, surtout dans les jeunes provinces. C'est la même réalité comme ça. Des écoles comme ça, des hôpitaux comme ça. C'est une situation qui est assez générale. Ce n'est pas seulement à la Tchouapa, non, mais dans d'autres provinces, c'est pareil. Justement, parce que vous parlez des Congo d'après, votre livre, est-ce qu'il ne serait pas intéressant de dire on stoppe ces histoires d'élections, des réformes, des partages équilibrés, des responsabilités, etc. et de faire le pragmatisme de se préoccuper de ça. Parce que le monde qui nous suit là, Guy Londo, sénateur de votre État, qui regarde ça, ils disent mais ces Congolais avec des millions, des minéraux, on en a des millions de sortes de minéraux ici chez nous, des catégories différentes. À l'équateur, il y a la forêt. Regardez comment c'est vert autour de vous. C'est vert. Vous savez qu'on peut planter, même à côté de cette école, des Et choses. puis il y a de l'eau. Vous savez qu'il y a des poissons qui meurent dans l'eau. Justement, est-ce qu'on ne peut pas arrêter ces débats des colibés qui se sont envoyés mutuellement pour ne serait-ce que se contenter de ça, enfin, se concentrer sur ça? Bon, Jean-Marie, moi j'essaie de faire ma part. C'est encore une fois la légende du colibri. Moi, j'amène ma petite goutte d'eau avec mon bec dans cette vaste forêt qui est le Congo, avec la réalité actuelle, 60 ans après. Ça peut paraître une petite goutte, sans prétention, hein. Ça peut paraître une petite goutte. Ça, c'est votre école? Ça, c'est mon école, oui, qui a été construite par Ouidal, où il y a la salle informatique. Stop. Il y a la cour intérieure. Là, il y a un terrain de basket. Ça, c'est la salle polyvalente. Stop, arrêtez-vous là. Maintenant, vous voyez le contraste entre là où vous étiez assis, Yangambo, sur la brique. Oui. Voilà. La différence entre les politiques qui font trop de débats ici à Kinshasa, qui se jettent des colibés, qui cherchent à se nuire, etc. Et vous, c'est ils passent de la pierre, plutôt de la brique, à cette salle. Oui. Et ce qui est grave, Jean-Marie, c'est que quand j'ai construit cette école, ça c'était avant que j'aille là où j'étais, les gens m'avaient découragé. Ils disent tu jettes l'argent, qu'est-ce que tu vas faire là-bas en Bandaka, hein, construis ton école ici à Kinshasa. Moi je dis, moi je ne suis pas un vendeur de l'éducation. Moi je ne suis pas un commerçant de l'éducation. C'est ce que je leur ai dit. Même si je ne pourrais jamais amortir les coûts d'investissement, mais c'est une fierté pour une province d'avoir une école comme celle-là. Les élèves, avant d'y accéder, vous devez faire un test d'admission. Les enseignants qui sont recrutés ici, ils passent les tests. Les enfants parlent l'anglais déjà en maternelle dans cette école. Ils vont étudier cette année, Jean-Marie, avec des tablettes. J'ai conçu des applications qui ont été conçues ici. Les enfants vont travailler avec des tablettes, avec des applications pour interagir dans cette école en Bandaka. On n'est pas à Kinshasa là, Jean-Marie. Et donc, si j'avais suivi ces gens, des conseils, on ne pourrait jamais avoir. Permettez que je fasse part d'abord de l'admiration de ceux qui nous suivent. Hein. Laurent Simba, qui est à Lubumbashi, oui, d'où je viens d'ailleurs. Merci beaucoup, les Louchois, de votre accueil. J'étais vraiment émerveillé et je suis rentré ravi que vous m'aimez vraiment. Laurent Simba dit, après ces vacances parlementaires, quelles sont les priorités pour aider ces populations des Grands Équateurs et comment vous pensez les aborder, justement, leurs problèmes au Sénat? D'abord, la santé. Vous
c'est une priorité pour moi pour le moment, qu'on ait dans les Grands Équateurs un hôpital de référence. Et ça, je vais faire de mon mieux. Je vais aller voir encore le Premier ministre pour pousser pour qu'il y ait ça. Et je me ferai certainement accompagner par les autres parlementaires de notre espace du Grand Équateur. Il faut absolument qu'on ait une structure hospitalière fiable. Il faut qu'il y ait des écoles comme ça, Ouidal School, dans toutes les provinces. Même une comme celle-là. Vous l'avez déjà fait, vous, hein? Oui, moi j'ai fait ma part. Vous avez déjà commencé. La légende du colibri, ma goutte est là. Donc, qu'on fasse pareil aussi au Nord-Ubangi, que ce soit au Sud-Ubangi, qu'on aille dans les actions. Au lieu d'aller, comme vous avez dit, qu'il y a encore des gens qui disent des choses, mais moi je n'ai jamais entendu. Mais ces gens-là que vous dites qui disent des choses, c'est des choses qu'il faut faire réellement. Moi j'aimerais qu'on harcèle le Premier ministre, c'est parce qu'il faut qu'on construise un hôpital à Bumba, à Lissala, qui soit harcelé. C'est-à-dire que les parlementaires, chaque jour, Premier ministre, nous voulons une école. C'est ça le travail d'un parlementaire. Alors, au lieu de faire des communiqués, nous, ressortissants, faites des communiqués pour exiger des écoles. Nadine Ekofo, ressortissant de Bukungu et Kela, à Kwilu. Merci pour les écoles de l'Assemblée provinciale et les stades. Investissez aussi pour le secteur de la santé, surtout l'énergie, pour sauver nos parents. Merci, sénateur. Merci à ma soeur. Vous savez, à Bukungu, Jean-Marie, je vous donne un cas. Oui. Pour envoyer l'argent, il fallait faire 300 km. À Bukungu? À Bukungu, pour envoyer l'argent. Et si tu le faisais là-bas, on te chargeait 10%. Aujourd'hui, grâce à Ouidal Investment, qui est une des sociétés du groupe, nous avons ouvert un shop Vodacom sur place à Bukungu. Et je ne vous dis pas combien les gens quittent Ikela, ils quittent Djolu, ils quittent des territoires de loin pour venir là-bas. À ces shops-là? Oui. Ils ne payent plus de frais. C'est une banque pour eux maintenant. Exactement. Ils ne payent pas de frais maintenant. Des 10%, maintenant, ils payent 0 frais. Les commerçants de là-bas qui avaient des difficultés pour faire envoyer l'argent ici pour acheter les marchandises, aujourd'hui, nous avons soulagé tant soit peu ce problème. Nous avons réglé le problème des transports. Et là, vous savez, nous allons aussi, d'ici là, j'ai critiqué le problème des transports fluvial. Oui. Ouidal va mettre, il y a un bateau qui va flotter d'ici là. En tout cas, maximum dans 2 mois, il y aura un bateau qui va relier la rivière, le fleuve ici jusqu'à la Tchop. On va remettre les gens au champ. Il y a une campagne d'aller acheter il y a tout un plan de déploiement que je ne peux pas dire, je peux faire agir. Les Congo d'après. Absolument. Les Congo d'après, ici, c'est les Congo d'action. Pas de théorie. Pas de belles théories. Non, il faut agir maintenant. Quand on parle hôpital, on construit l'hôpital. École, on construit. Les routes, vous constituez des brigades dans les villages où les gens entretiennent les routes et les sites agricoles. Avec les cantonnages manuels. Voilà, vous remettez des semences aux gens qui vont aller faire les champs. Au lieu que les maïs qui servent aujourd'hui à la fabrication de l'alcool, où les jeunes gens prennent l'alcool à 6 h du matin, c'est ces Congos-là. Et là, c'est dans notre ferme. Ah oui, vous avez une ferme aussi? Absolument, jamais. C'est ça, les Congos d'après, c'est les Congos d'action. Ce n'est pas les Congos de la théorie, là. On en a marre, on a entendu beaucoup. Il faut agir. Mais avec ces maïs, les gens auront du mal à mourir de faim. Hein? Parce que je sais qu'au Kasaï, et je sais qu'on est bien suivi au Kasaï, depuis qu'en Gandanji, on ne produit plus rien, depuis qu'à Kamiji, il n'y a plus rien, eh bien, on importait le maïs du Katanga, on importait le maïs, ça provenait même de l'Angola. Ben, voilà le résultat d'un sénateur qui pense à sa population. Si tous les sénateurs du Kasaï faisaient la même chose, il y a des terres arables là-bas, très fertiles, eh bien, vous m'enverrez des photos comme ça. Moi, j'aimerais bien que vous veniez avec des photos comme ça sur ce plateau. On ferait une bonne émission. Et moi, j'aime bien rester au village, Jean-Marie. Hein. Ah oui? Oui, avec ce que j'ai vu, je préfère rentrer au village. Je préfère aller à Kenge, je préfère aller à Kwilu, vivre là-bas. C'est un environnement qui est tellement sain. Au lieu de manger des choses importées des Non, moi je préfère rester... là, par exemple, la RTNC, oui? Mbandaka qui avait arrêté de fonctionner, ça fait 3 ans. Ouidal, oui, Ouidal les a donné les équipements. Et là, je crois qu'ils ont repris les signaux, mais ils ont tout ce qu'il faut pour que les signaux reviennent à Mbandaka. Et ça, je vois le gouverneur qui était là pour réceptionner le matériel. C'est-à-dire que vous suppléez même l'État? Pas forcément. Ben oui, mais là, je vois le gouverneur qui reçoit volontairement ou avec beaucoup de gentillesse. Parce qu'il n'y en avait pas. Cet émetteur, si tous les élus, sénateurs et députés, notamment du Grand Équateur, faisaient la même chose, ben écoutez... Non, ce n'est pas leur travail. Il faut qu'on souligne bien. Oui, mais d'accord, mais... Non, ce n'est pas le travail. Déjà, s'il y a un manque... Non,
Ce n'est pas le travail des parlementaires de construire, de faire ce qu'on fait. Nous, on fait ça, c'est dans le cadre de la fondation, parce que nous recevons des fonds des partenaires qui mettent des fonds à notre disposition. Et nous arrivons à prendre cet argent, pas pour nous, pas pour détourner, mais nous allons faire réellement le travail au profit de la population. Alors, on va terminer parce que je sens qu'il y a beaucoup de gens qui appellent et qui envoient des messages. Jean Catolé à Guémena, s'il vous plaît, honorable, faites un plaidoyer pour amener les banques commerciales dans le fond de l'Équateur pour aider les fonctionnaires à ne plus franchir de longues distances pour leur salaire. Je suis dedans, je travaille dedans avec 2 banques commerciales de la place. Je fonce. Le grand problème, c'est que ces banques, pour y aller, ils demandent un certain flux financier. Parce qu'il y a toutes les charges qui vont avec. Oui, il faut que ça tourne. Voilà, il faut que ça tourne. Oui, bon, pour l'instant, Jean-Marie, dans nos provinces, le seul flux financier, c'est l'argent du compte du trésor public. Quand on part pour payer les enseignants, les corps médicaux. Il n'y a pas de société qui fonctionne. Ah, il n'y a pas d'activité. Non, il n'y a pas d'activité commerciale. Donc, ça veut dire qu'une banque, très faible. Il va y avoir des dépôts. Voilà. Il va y avoir des flux. Voilà. Mais les dépôts, pour le moment, à 80% qu'on peut avoir dans nos provinces, c'est l'argent de l'État. C'est l'argent de l'État. Et quand l'État n'envoie rien, les banques ne tournent pas. Tout s'arrête. Et grave encore, c'est que ces agents, ils s'endettent même avant que l'argent n'arrive. On appelle les Banque Lambert. Banque Lambert, Ikotama. Oui, oui. Donc, quand cet argent arrive, c'est déjà absorbé. Des fois, on leur prend même des cartes d'électeurs et c'est d'autres personnes qui vont aller toucher cet argent en lien et leur place. Mais c'est la réalité, Jean-Marie. C'est ça le Congo profond. D'où l'essai que nous avons, cette réflexion. Il faut agir maintenant. Donc, ce Congo d'après, c'est le Congo d'action maintenant. Hic et nunc. Ça vous choque, hein? Sincèrement, ça vous choque. Moi aussi, ça me choque. On ne veut pas de théories. On en a marre, là. Non, mais ça les choque. Eux, qui nous suivent en ce moment. Ils sentent que lorsqu'on dit on se préoccupe du peuple, eh bien, le peuple, c'est celui-là. C'est le terrain. C'est amener les investisseurs dans nos territoires. C'est permettre aux élus pragmatiques, comme le monsieur, eh ben, de concrétiser ces idées. Est-ce que vous bénéficiez un tout petit peu de subventions de l'État dans tout ce que vous faites? J'ai écrit, vous m'avez posé cette question la dernière fois, nous avons écrit au ministère du Plan, on attend. On aimerait bien vouloir être cet instrument où, je sais qu'il y a des programmes du gouvernement qui appuient certaines ONG, qu'on nous donne des fonds, même cet hôpital que nous demandons, Jean-Marie. Qu'on nous donne ces fonds, nous on va construire cet hôpital moderne. Mais parce que vous avez déjà montré de quoi vous êtes Absolument, capable. Et puis on va faire le suivi. C'est-à-dire, par exemple, les bâtiments de l'Assemblée provinciale que nous avons construits. J'ai clairement dit au gouverneur de province et au président de l'Assemblée que vous n'aurez pas la gestion de ces bâtiments. Très bien. Non, moi-même, j'ai créé une équipe de maintenance et d'entretien. J'ai acheté tous les équipements, des produits de nettoyage qui sont partis de Kinshasa. Mais parce qu'au bout de 3 mois, même les toilettes vont se boucher. Non, moi je leur ai dit. On ne change même pas des ampoules. Voilà, vous viendrez travailler et vous quittez les bâtiments. J'aurai une équipe pour faire l'entretien, nettoyer, tout. Et ils sont d'accord avec ça, on va signer un contrat là-dessus. Parce que je n'aimerais pas que cet investissement, au bout de. Mais il faut qu'ils versent une quotité quand même. Hein. Ils ont des budgets de fonctionnement. Mais qui n'arrivent pas. Mais ça va venir. L'État n'est jamais en faillite. Je sais. Et je sais que le gouvernement travaille là-dessus pour qu'il y ait cette fluidité de paiement. Et c'est quoi ce bâtiment? Ça, c'est le bâtiment de l'Assemblée. Ça, c'est le bâtiment administratif avec les différentes commissions. Et vous avez construit ça? Oui. Et ça, c'est la salle de plénière. Et avec le bureau du président, si on peut nous montrer à l'intérieur. On a acheté tous les mobiliers modernes qui sont partis d'ici de Kinshasa. Il y aura tout un perchoir avec, vraiment dans les normes. Et c'est comme ça que quand le président de l'Assemblée provinciale de l'Équateur a vu ça, il m'a demandé d'aller visiter. Ok. Voilà. Pensant que monsieur le président de la Fondation Vidal va aussi faire la même chose pour lui, hein, monsieur le président. Vous savez que l'État, la décentralisation... Ça, c'est la salle de plénière, vous voyez dans quel état. C'est climatisé, c'est propre. Oh. J'étais très content, Jean-Marie, après l'inspection des travaux, que ça a été fait. C'était vraiment très bien fait. Et c'est le seul bâtiment comme ça dans toute la Tchouapa, Jean-Marie. Oui. Il n'y en a pas un bâtiment comme ça, dans toute la Tchouapa. Donc, 132 alors, il y a M. Kazadi, Bernard Kazadi, qui dit « Contactez le ministre du Plan, il y a des fonds dans le cadre des fonds de contrepartie avec les Japonais. Ça vous aidera. » Ok. On vous prend à témoin. Monsieur Kazadi, il y a de l'argent au ministère du Plan pour aider notamment les ONG comme Vidal. Eh bien, nous suivrons ça de très près. Oui. Et nous sommes disposés, Jean-Marie, si le gouvernement met à notre disposition des fonds,
Des contreparties, oui, on appelle ça. et que nous allons accepter que l'IGF vienne contrôler, auditer. Mais vous n'avez pas faim, enfin, j'ai dit entre guillemets. Non, Personne ne viendra vous dire que vous avez acheté cette paire de chaussures avec l'argent du gouvernement. Et nous serons vraiment, avec toute sincérité, en toute transparence, les fonds qui seront alloués, nous allons faire le travail. Nous sommes là pour qu'on nous mette ces fonds, qu'on mette ces fonds à notre disposition. Et le gouvernement ne sera pas déçu. Sénateur Luando, on est suivi en ce moment par tous les acteurs, notamment influents, les ministres, les députés, même les partenaires qui sont dans les ambassades, vous suivent, etc. Vous poursuivez quel objectif dans tout ceci, vous, personnellement? Je suis déjà sénateur, donc je suis en train d'exercer mes fonctions de sénateur de la République. Il n'y a pas un autre idéal derrière. Donc je suis sénateur là. Je suis parlementaire, je représente une province, mais je suis un sénateur de la République. Ce que je dis, ce n'est pas pour seulement la Tchapa, mais c'est pour l'ensemble du pays. Et je suis prêt, s'il y a des moyens conséquents, que cela soit fait partout. Donc il n'y a pas quelque chose que je vise, je suis sénateur, je fais mon travail de sénateur. Stoppez cette image. En partant de vacances parlementaires, vous les avez annoncées ici, nous étions un mercredi comme celui-ci, et vous annoncez pour un départ samedi. Et vous avez été accueillis comme ça. Ça, c'est en Mbandaka, par contre. Vous avez vu, les gens n'ont même pas à peine des masques là. Oui. Les quelques lots de masques que j'ai ramenés, c'est parti comme des cacahuètes. Et donc, il n'y a même pas de masques, hein, Jean-Marie. J'étais choqué de voir qu'il n'y avait même pas de masques. Mais je pouvais pas, moi, je ne peux pas distribuer les masques à tout le monde là. Non. Voilà. Donc, le gouvernement avait annoncé qu'il y aura 15 millions de masques qu'on va fabriquer pour la ville de Kinshasa. Oui. Qu'on attend encore. Jusque-là. Ouais. Heureusement, Corona n'a pas été fulgurant qu'on le pensait. Vous êtes un homme heureux d'avoir réussi ces vacances parlementaires? Non, ce n'est pas une réussite, Jean-Marie. Je suis rentré avec beaucoup de peine. Au Congo, il y a encore des Congolais qui sont dans ces conditions. Mais on sent de l'espoir là, tous ces gens qui étaient derrière vous. Oui, je ne sais pas, oui, il y a de l'espoir bien sûr, parce que au moins, quand je leur parle, derrière mon dos, ils ont un bâtiment de l'Assemblée. Derrière mon dos, ils ont le stade qu'ils ont vu. Vous savez, ils sont contents parce qu'ils ont vu les choses qu'on a fait. Il y a l'école qui a été construite. Ce n'est pas des paroles en l'air. Non. Et donc, je suis rentré pas satisfait parce que ce que j'ai vu là, c'est pas le vrai. Il faut que le gouvernement se penche un peu. Et j'insiste, Jean-Marie, ce qui est là, c'est sur toute l'étendue du pays. Dans toutes les autres provinces, c'est la même réalité. Vous êtes un sénateur de la République. De la République. Voilà, pas de la Tchop. Merci beaucoup. Et je sens que ces vacances ont été à la hauteur de l'homme qu'il avait annoncé ici, en langue d'ailleurs, pour demander à ses compatriotes de bien l'accueillir. Vous qui nous suivez, notamment les hommes politiques, laissez ces sénateurs faire ce travail, que chacun, comme les colibris, apporte sa part. Qu'on dise que X élu, X leader du Grand Équateur a fait telle chose. Lui, comme un colibri, il a apporté sa dose d'eau dans le feu qui brûle la RDC. Merci, sénateur. Merci. Et je demande encore une fois qu'il y ait cet élan de solidarité, de l'unité de tous les leaders du Grand Équateur. Moi, j'en suis que... Un maillot. Un maillot. Je ne me prétends pas aussi être leader. Je laisse le peuple juger, mais que tous les influents, moi je préfère utiliser le mot, que tous ceux qui ont une opinion dans le Grand Équateur, dans l'unité, dans l'amour, à commencer par tout le monde. Vous savez, l'Équateur aujourd'hui, nous avons la présidente de l'Assemblée, elle est de l'Équateur. Ah, ça fait absolument. Oui. Maman Jani Mabunda, c'est une fierté de l'Équateur. Donc je demande à tous les influents de l'Équateur, s'il vous plaît, regardons un peu notre espace. Regardons la situation générale du pays. Ce que je dis, ça vaut pour la Chopo, ça vaut pour les Olomami, ça vaut pour les Sankuru, ça vaut pour les Okatanga, les Tanganyika, les Sankuru, les Kenge, les Kwilu, les Maindombe, pour l'ensemble du pays. Donc si tous les influents de chaque province, dans l'unité, pas dans la guéguerre des attaques dans les médias qui ne nous emportent rien, si on signe dans l'amour, ce Congo va changer. Je suis sûr et convaincu. Et ensemble avec le président de la République, qui, encore une fois, nous saluons cette grandeur d'esprit du président Kabila avec cette alternance. Aujourd'hui, je peux voir un ancien président de notre pays, ce qui n'était pas le cas. Le président Kabila a un grand esprit pour ce pays,
qui nous a donné une leçon dans ce pays. C'est votre collègue, hein? Oui. Sénateur. Oui, oui. Hein? Oui. J'apprends beaucoup de lui, hein, Jean-Marie. Ah oui? Oui, surtout. L'humilité. Oui, oui, beaucoup. Vous étiez à ses côtés, hein, j'ai vu à votre plénière. J'apprends beaucoup de lui. Et même quelques rares fois, quand je rencontre, dans le cadre de mes fonctions comme sénateur, quand il m'arrive de rencontrer le président de la République, oui. Je sens aussi en lui cette volonté de changer les choses. Et donc, beaucoup d'humilité aussi de la part du président Tshisekedi. Oui, en tout cas, les quelques rares fois que j'ai eu la chance de le rencontrer, comme sénateur, il faut le dire, et je trouve en lui une grandeur d'esprit, comme le président Kabila, un grand esprit. Le gouvernement, vous savez, le premier ministre Yilou Kamba, c'est la sommité de la sagesse. Vous savez, il avait allez le harceler encore. Un parcours extraordinaire. Allez, et donc, j'ai dit, s'il vous plaît, Jean-Marie, dans l'unité, tournons le regard vers ce qui est dans le Congo profond. Donc, ce Congo d'après, pour moi, c'est que tous les influents, tous ceux qui se disent leaders, arrêtons de nous quereller. Alignons-nous dans cette vision qui est là pour changer le Congo. Parce que ces querelles nous font perdre l'État inutilement. Le message est passé. En tout cas, nous, on attend le livre. Hein. Oui, ça va paraître. On attend le livre. Mais surtout, je vais une émission spéciale avec vous, Jean-Marie, pour aller vraiment au fond. On en parlera. Le rendez-vous est pris, comme merci, on dit. Jean-Marie. Merci. Il viendra ici avec ses livres. On va décortiquer page par page, chapitre par chapitre. Et puis, vous allez poser des questions en direct comme vous le faites. Allez, à la fois prochaine. Merci. Merci.